Oh, vous m'avez trouvé tout de suite. Bravo, vous êtes très fort. Bonne et heureuse année 2013 à vous, une année qui s'annonce riche en rebondissements puisque de nouvelles consoles sont censées sortir cette année ou tout du moins être présentées au public. Et nous on aime bien les consoles, on aime bien les jeux vidéo. D'ailleurs nous avons pris une bonne résolution pour l'année 2013, le 3615 parlera surtout de jeux vidéo. En effet, il y a deux sortes de consoles, les consoles de salon et les consoles portables. S'il est vrai que de nos jours on oppose souvent les consoles de salon aux consoles portables, aux PC ou aux surfaces mobiles, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, qu'historiquement c'est comme une alternative à l'arcade que les consoles domestiques se sont vues présenter au public. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont certes pas connu, mais il est important de saisir toute l'influence qu'a pu avoir la diffusion des consoles de salon dans la transformation, la refonte des pratiques vidéoludiques au milieu des années 80. Ces machines étaient en effet peu coûteuses en comparaison des monstrueuses et encombrantes bornes d'arcade, ou même de l'ordinateur personnel qui, rappelons-le, était encore à l'époque un produit de luxe et n'avait donc de fait pénétré qu'une minorité de foyers. Nous l'avons déjà dit ici, mais il est évident qu'on ne conçoit pas les mêmes jeux pour des parties de 5 minutes par crédit dans un lieu public que pour des parties d'1 heure ou plus dans le confort cossu d'une mansarde cosy. Hein, Nicolas ? En d'autres termes, le simple fait d'avoir déplacé le lieu du jeu et bouleversé ses modalités pratiques et temporelles, ce simple fait a radicalement changé le jeu vidéo. Et c'est bel et bien l'avènement de ces consoles de salon qui a posé les bases de ce qu'on appelle le jeu vidéo moderne. Cela ne s'est pas fait sans heurts. L'Atari 2600 proposait des jeux très proches de ceux que l'on pouvait trouver en arcade. On y jouait des parties rapides, au gameplay répétitif et simpliste, et ça n'a pas manqué, le public s'est lassé. Et les journalistes ont eu au fait de parler de la fin du jeu vidéo. Nous étions alors en 83. Visionnaire, les gars. Et il faudra attendre la sortie de la NES avec ses jeux plus longs, plus aboutis, plus variés, plus exigeants, pour qu'enfin renaisse la flamme. Elle a ouvert le pas à quantité d'autres machines plus ou moins performantes, aux processeurs plus ou moins musclés. Pour ce rapide inventaire, je vous propose un point culturiste. Et après ce brillant exposé en 4 parties, je vous propose un top 20 des consoles de salon les plus marquantes. Numéro 20, l'Odyssée de Magnavox, sorti en 1972, je n'ai jamais joué à cette merde, mais je la cite quand même pour pas me faire taper les doigts par les vieux de MO5. Numéro 19, la Vectrex. La Vectrex. Je pourrais regarder des images de Vectrex pendant des heures. Numéro 18, la Master System, concurrente directe de la NES, cette console de Sega qui n'était pas encore la marque au hérisson. Mais je ne suis pas un hérisson, je suis une boulette. À l'heure de la diversification des supports de jeu, une question se pose. Les consoles de salon ne sont-elles pas vouées à émettre leur dernier râle ? Tout ce qu'une console de salon peut faire, un PC peut le faire, en mieux. Voici Skyrim console, et voici Skyrim PC, tout modé, c'est ce qu'on appelle la magie des systèmes ouverts qui laisse les joueurs jouer de la bidouille. Voici le projet console portable de Nvidia. Sa puissance égalera celle des consoles de salon modernes, tout comme l'égale déjà celle de la Vita. La puissance des machines de salon ne pourra pas aller croissante de manière exponentielle indéfiniment, et cela pour une raison très simple, cette puissance a un coût. Un coût de production certes, mais surtout un coût de conception en recherche et développement. Alors, quel est l'intérêt d'avoir chez soi cette étrange et coûteuse machine que l'on branche sur sa télé dédiée aux jeux et aux jeux seulement ? J'ai l'impression que les seuls à avoir trouvé une réponse à cette question, ce sont les gars de chez Nintendo. La console de salon se doit avant tout d'être un objet convivial. Certains parlaient à propos de la Wii de l'effet appareil à raclette. En effet, comme l'appareil à raclette, quand on est tout seul, bon, c'est pas terrible. Mais si les copains débarquent, c'est la fête à la maison. Avec ses poêlons amovibles et sa multisurface de chauffage, idéal pour des soirées entre amis ou en famille, Raclette 2000 de Multix. Multiprises vendues séparément.
Et cette stratégie s'est révélée payante, puisque si certains hésitaient entre la Xbox 360 et la PS3, ils sont nombreux à avoir considéré que la Wii constituait dans tous les cas une excellente machine d'appoint. Ce n'est pas pour rien que Nintendo n'oublie pas de mettre en avant les possibilités multijoueurs originales de sa nouvelle console, la Wii U, et son désormais fameux gameplay asymétrique. Et encore faudrait-il qu'il n'oublie pas de sortir de bons jeux, car c'est bel et bien cela qui compte, en dernier ressort. Comme le disait Thomas Chandler à Liberton, certains livres se lisent à la cuisine, d'autres se lisent au salon. Un bon livre se lit partout.